Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de cette deuxième journée de Bundesliga. On perd pas de temps et on commence tout de suite par le premier match qui a eu lieu vendredi soir qui opposait Union Berlin au FC St. Pauli. C'est toujours la même pour l'instant pour St. Pauli, ça n'a toujours pas marqué de but. C'était globalement dominant sur le match, on est quand même une équipe qui a plus de 60% de possession de balle et pas si stérile que ça. St. Pauli arrive quand même plusieurs fois à tirer sur le but de Union Berlin, malheureusement le danger n'y était pas. C'était un match globalement extrêmement défensif entre ces deux équipes, très peu de grosses occasions. Union est à 11 tirs, St. Pauli est à 8 tirs, mais les tirs cadrés je crois qu'il y en a 4 en tout sur le match. Mais bon, l'expérience de Union Berlin a joué, on a un très beau but de Hollenbach et Union se retrouve donc avec deux matchs sans défaite, un match nul, une victoire et cette victoire va donner confiance je pense à cette équipe de Union Berlin qui en a besoin vu la saison dernière qu'ils ont fait. En tout cas très décevant pour le FC St. Pauli qui a sur ces deux derniers matchs ses chances de gagner clairement, mais ils n'ont encore pas l'efficacité nécessaire pour marquer des buts malheureusement pour eux, malgré que le jeu soit bon, et cette perte de points dès le début de saison pourra peut-être faire très mal en fin de saison. En tout cas, cette équipe devra essayer de profiter du match à Augsburg pour essayer de gagner ses premiers points cette saison. On continue tout de suite avec le match qui opposait le Werder Bremen au Borussia Dortmund, match du samedi après-midi, et un match un peu bizarre. On parlait de match défensif avec Union St. Pauli, là on est sur un match agressif entre Bremen et Dortmund, le match termine 0-0 et le nombre de cartons jaunes pendant ce match on n'en parle même pas. Pas de très grosses occasions pendant ce match, on a quand même Zetara qui fait quelques arrêts, Kobel aussi, malgré tout j'ai pas l'impression qu'il y avait de grands dangers devant le but pendant ce match. Ça a tenté des choses tactiquement, Bremen essaie d'attaquer avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire Agu sur ce match concrètement, voilà, Agu qui a fait un très bon match, mais le reste c'était assez faiblard, ça a joué surtout au milieu de terrain entre ces deux équipes, et quand Bremen avait peut-être des opportunités d'aller vers l'avant et vers le but adverse, Dortmund tout simplement il est cassé, comme ça il n'y avait pas de danger. Il amène d'ailleurs Schlotterbeck à avoir 2 cartons jaunes, donc un carton rouge à la 73e minute. Et là ce qui est encore plus bizarre c'est que là où Bremen tenait quand même la baraque je trouve pendant ce match où il n'y avait pas vraiment de grosses équipes dominantes, comment ça se fait que Dortmund domine à partir du moment où ils sont à 10 contre 11? C'est là où c'était peut-être le plus dangereux pour Bremen et clairement je trouve que ce match résume parfaitement la dynamique de ces deux équipes. On a un Werder Bremen assez faiblard qui ne perd pas mais en même temps qui n'arrive pas à gagner des matchs. Alors Bremen fait des matchs nuls mais le problème c'est que si tu fais 36 matchs nuls pendant la saison tu vas te retrouver que avec 36 points et avec 36 points t'es pas forcément sauvé la saison. Bremen, alors ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu, même l'année dernière je crois qu'ils étaient à 4 ou 5 matchs sans défaite, mais je sais pas, c'est vraiment ventre mou, c'est une équipe de ventre mou clairement. Et Dortmund pour l'instant Zayn a du mal à trouver l'équilibre. Je trouve étonnamment que la défense s'en sort pas si mal malgré le fait qu'il y a eu énormément de cartons jaunes, qu'il y a eu un carton rouge etc. Ça fait quand même 2 matchs, ils n'ont pas pris de but contre Frankfurt et contre Bremen. Malgré tout en attaque il va falloir mettre des choses en place parce que pour l'instant ça va pas du tout. Guirassy ne joue pour l'instant pas, évidemment pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas. Et je pense sincèrement que lui va déjà amener énormément de choses en attaque parce que là ça craint. Baya essaye de faire des choses mais en même temps s'il ne reçoit pas le ballon ça risque d'être compliqué. On se retrouve donc avec un 0-0 j'ai envie de dire logique sur ce match et à voir ce que les deux équipes nous proposeront après la trêve internationale. On est de nouveau avec deux clubs du Nord, on a Holstein Kiel donc le deuxième qui est monté cette année et le VfL Wolfsburg. Et pour Kiel, ça commence à se voir malheureusement. Alors statistiquement ils sont là, techniquement les deux équipes tirent 13 fois sur le camp adverse avec le même nombre de tirs cadrés, mais le problème de Holstein Kiel c'est l'expérience. Parce que là où les stats nous montrent que Kiel tenait, en fait du moment où Wolfsburg marque son premier but à la 27e et son deuxième directement à la 30e, déjà ça montre quoi? Ça montre que Kiel n'arrive pas à tenir le mental. Quand ils prennent un but, ils se relâchent automatiquement et donc l'équipe adverse a de quoi marquer un autre but. Et surtout, Wolfsburg a joué avec vraiment la pédale de frein quoi. Ça gagne 2-0 seulement, mais parce qu'à partir de 2-0, ils ont décidé de laisser le jeu aller. C'est pour ça d'ailleurs que Kiel se retrouve avec autant de possession de balle. Wolfsburg les a laissés jouer, mais on n'a pas senti à beaucoup de moments que Wolfsburg était en quelconque danger pendant ce match. Et ça montre quand même que Kiel va avoir besoin d'expérience.
c'est très bien qu'il soit là cette année. Va falloir qu'ils continuent malgré tout à produire du jeu parce que c'est quelque chose d'assez positif chez eux. C'est que malgré qu'ils se laissent avoir facilement au niveau de la défense, ils vont quand même continuer à essayer de produire du jeu. Et c'est en faisant ça régulièrement qu'ils vont enfin réussir à marquer des buts et à peut-être gagner des matchs. En tout cas, début de saison assez difficile pour eux. Par contre, Wolfsburg, vraie petite équipe. Là, contre le Bayern, ça tenait très bien la baraque. Là, contre Kiel, ça jouait vraiment facile, entre guillemets. Wolfsburg va vraiment falloir faire attention à eux cette saison. Autre match où on voit une vraie différence de jeu et de niveau de jeu, malheureusement, c'était le match entre le VfL Bochum et le Borussia Mönchengladbach. Alors Gladbach, la semaine dernière, ça avait très bien tenu contre le Bayer Leverkusen. Ça perd malheureusement en fin de match pour eux. Et là, contre Bochum, ça déroule. Pareil que Wolfsburg, ça joue là-bas, donc ça joue chez son adversaire. Mais Gladbach était ultra dominant. Là où Kiel avait au moins 55% de possession de balle, Gladbach est à plus de 60%. Voilà, donc ça montre quand même une domination sans partage. Kleindienst marque son premier but pour le club. Et je crois que c'était même le jour de son anniversaire, donc c'est plutôt cool pour lui. Horbach marque aussi dans les 78. D'ailleurs, le début de saison de Kleindienst avec Gladbach, il est extraordinaire. Mais Bochum, ça va être très difficile pour eux cette saison. On est vraiment sur un trio de fin là entre St. Pauli, Bochum et Holstein Kiel, les trois seuls clubs qui n'ont pas réussi à choper des points pendant ces deux premières journées. Et on voit vraiment, j'ai l'impression, une différence de niveau entre eux et le reste. Alors évidemment, c'est que le début de saison, ils ont encore le temps de remonter la pente. Mais pour l'instant, il va falloir vraiment s'accrocher parce qu'ils y sont pas du tout. Et on arrive sur les deux derniers matchs du samedi après-midi que j'ai trouvé le plus intéressant et de loin. Déjà, le match entre Frankfurt et Hoffenheim, 3-1 pour Frankfurt. Frankfurt m'a impressionné, là où la semaine dernière c'était assez poussif contre le Borussia Dortmund. Aujourd'hui il n'y avait pas de débat, Frankfurt était la meilleure équipe sur le terrain et de loin. Ekitike, je ne sais pas ce qui s'est passé à Paris, il était super bon avant d'arriver à Paris au stade de Reims. Il est extraordinaire maintenant qu'il est à Frankfurt, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, c'est peut-être l'environnement, mais il est vraiment dans le club qu'il lui fallait. Il est exceptionnel ce garçon, tout simplement, il est techniquement très bon, pas d'erreur bête, enfin bref. Une pioche vraiment super pour ce Eintracht Frankfurt. Ce que j'aime beaucoup avec aussi cette équipe, c'est la défense qui va très haut. Même les défenseurs centraux sont très percutants, on essaie toujours de trouver la passe vers l'avant. On voit rarement finalement Trapp avec un ballon dans les pieds pour le renvoyer en attaque. Non, je trouve que cette équipe est extrêmement impressionnante et qui a joué contre une équipe qui a quand même un bon niveau. Kramaric est déjà actuellement le meilleur buteur de Bundesliga avec 4 buts en 2 matchs, c'est très bien. Et il n'y avait rien à faire, Frankfurt était ultra dominant, on est quand même sur 18 tirs sur le but adverse, 3 buts aussi, ce jeune Marmouche qui est arrivé cette année, très bon, enfin bref. Frankfurt, il va falloir faire vraiment attention à eux parce que je pense qu'ils peuvent faire de très grosses choses cette saison et d'être la grosse surprise de Bundesliga. Et on arrive sur le match le plus fou de ce samedi 15h30, le match qui opposait le VfB Stuttgart au Mainz 05. Et Stuttgart, là c'est une faute professionnelle en fait. Alors oui. Mainz, je les trouve très bons. Sincèrement, une équipe avec autant de caractère, qui n'a pas forcément le niveau pour tenir dans le haut du classement, mais qui va se donner autant pour tenir un match. J'aime énormément leur état d'esprit, ça c'est super pour cette équipe. Par contre, Stuttgart est à 28 tirs à 11. 28, c'est gigantesque. À quel moment tu n'arrives pas à gagner ce match ? Surtout que 64% de possession de balle, 12 tirs cadrés, voilà. Stuttgart en soi marque 3 buts. Ils auraient pu sur le fil du match en marquer plus. Là-dessus on est totalement d'accord. Mais ce qui est vraiment décevant avec cette équipe, c'est qu'on voit le niveau, on voit les capacités qu'elle a. Mais pareil, ça mène 2-0 contre Mainz à la maison. Normalement on tient la baraque. Non, Stuttgart se fait rattraper, se prend le 2-2, se prend même à un moment dans le match par Burkhardt le 3-2. Heureusement pour eux, il est hors jeu, donc techniquement on se fait rattraper d'un 2-0 en tout début de match. On rappelle que Stuttgart mène 2-0 à la 15e minute. Normalement, on déroule à ce moment-là. Non, ça joue passif, ça laisse Mainz revenir, ça se fait extrêmement peur en fin de match, et ça marque le 3-2 à la 88e minute. Et là, pareil, on se dit, c'est bon, tu as mené 2-0, tu t'es fait rattraper, d'accord. Tu mènes 3-2, tu ne vas pas laisser ce match. Temps additionnel, ça prend un but à la toute dernière action du match. Et là, c'est un problème à Stuttgart, c'est le problème défensif où on voit que Ito manque sincèrement à cette équipe. Ito tenait vraiment ce rôle de pilier défensif de l'équipe. Et là, il va falloir vraiment qu'il se bouge en fait pour
renforcer cette défense, parce que vu les adversaires qui les attendent en Ligue des Champions, ça va en prendre des pions si ça continue comme ça. N'empêche que rien à dire, au-delà du fait que Stuttgart choke ce match, comme dit Mainz, c'est très très fort ce qu'ils font et ils ont une vraie Willensstärke qui va les emmener loin cette saison. En tout cas, je pense qu'on va pas encore avoir le débat éternel de est-ce que Mainz va descendre cette année. Ils ne joueront pas le bas du classement, en tout cas j'espère pour eux, et pour l'instant ils nous montrent de très belles choses. Et d'ailleurs Burkhardt, il est vraiment sous-coté ce gosse, ça fait quelques années déjà qu'il est à Mainz et il fait toujours du très bon taf. En parlant de faute professionnelle, là, il y a des choses à dire. Leverkusen, RB Leipzig, le top spiel du samedi soir. Et d'ailleurs, à juste titre, c'était de loin le meilleur match ce week-end. Et surtout le plus déroutant. Et celui qu'on attendait sûrement le moins. En tout cas, ceux qui font des paris sportifs, je suis sûr qu'ils n'avaient pas misé là-dessus. Leverkusen, champion en titre, invaincu l'année dernière, qui a encore réussi à se dépatouiller pour gagner la semaine dernière, mène 2-0 à la maison contre le RB Leipzig. Voilà, c'est comme Stuttgart, hein, ça mène 2-0. Il n'y a aucun monde où tu te fais rattraper sur ce match. Surtout, tu es Leverkusen, tu as l'expérience maintenant. Kevin Campbell marque un but, allez, dans les temps additionnels de la première mi-temps. Allez, à la limite ça arrive, tu mènes 2-1 à la mi-temps, c'est très bien. Bon déjà, Loïs Openda, on va en parler parce que ce match était incroyable. Mais tu ne peux pas te faire rattraper quand tu es un champion en titre invaincu l'année dernière. Tu ne peux pas mener 2-0 et perdre ce match 3-2. Tu ne peux pas te faire rattraper à ce moment-là. Surtout quand tu as 26 tirs à 11, tu en as une dizaine de cadrés et eux en ont 4. Ils ont 4 tirs cadrés, ils ont 3 buts. Mais tu as aussi 63% de possession de balle. Et Leverkusen perd ce match. C'est plus qu'une faute professionnelle à ce niveau-là. Surtout quand tu es champion en titre. Alors déjà on parlait d'équipe avec du caractère. Leipzig la semaine dernière contre Bochum c'était compliqué. Là je sais pas, ils ont mis le mode on. Ils ont vraiment battu Leverkusen sur un point fort de Leverkusen, c'est-à-dire la hargne en fait et l'envie de gagner. Leverkusen c'est bon, ça mène 2-0, ça appuie sur la pédale de frein, ça joue plus. Là les gars, ça joue comme des starlets et ça c'est pas bon du tout. D'ailleurs, Xabi Alonso, on l'a vu bien énervé en conférence de presse et à juste titre. Alors évidemment il se met aussi les fautes sur lui, sur quelques changements, etc. Mais par contre va falloir qu'il redresse le mental de son équipe parce que là c'est plus possible. Alors je sais qu'il y a la fatigue qui joue énormément, mais non, Leverkusen, ce match-là doit être gagné. C'est la première défaite de Leverkusen depuis plus d'un an, hein, parce qu'on rappelle que l'année dernière ils n'ont pas perdu et qu'ils n'ont pas perdu la semaine dernière. Ça va peut-être leur remettre les idées en place et se dire voilà, on n'est plus invincible. Et peut-être d'avoir plus ce côté d'invincibilité, ça va les faire de nouveau jouer correctement. En tout cas, il va falloir parce que c'est pas comme ça que tu gagneras le titre cette année. Bon, on va aussi parler un peu de Leipzig. Xavi Simons, extraordinaire. Openda et lui d'ailleurs s'entendent super bien sur le terrain. Kevin Campbell au milieu de terrain, il les a détruits, hein, faut dire ce qui est. Non, franchement, le RB Leipzig c'est très fort encore cette saison. On espère pour eux qu'ils font pas une RB Leipzig, c'est-à-dire galérer contre Bochum, heureusement ils gagnent, et battre les meilleurs. À un moment donné, quand tu bats les meilleurs, il faudra aussi battre les équipes plus faibles. Et si Leipzig veut faire des bons résultats, voire enfin toucher le titre pour une fois, il va falloir qu'ils jouent de la même manière que contre les Leverkusen. Avant-dernier match, celui de dimanche qui opposait Heidenheim et Augsburg. Et on rappelle que Heidenheim, je les avais mis genre bas de classement. Bon, Heidenheim est tout simplement le leader de la Bundesliga après 2 journées. Alors oui, ça fait que 2 journées. Ils ont détruit Augsburg. Je l'avais dit la semaine dernière qu'Augsburg m'avait pas impressionné contre Bremen et que je trouvais vraiment faible, cette équipe a été faible. Heidenheim a perdu son meilleur buteur Kleindienst, a perdu Dingshi qui était le deuxième meilleur buteur en tout cas avec Kleindienst, a perdu Best, le meilleur passeur. Les gars, ils fouettent leurs adversaires 4-0. Et on parle bien de fouetter. Il y a 4 buteurs différents pour cette équipe. Déjà, voilà, une équipe qui a plusieurs buteurs, ça montre un collectif extrêmement bien rodé qui sait ce qu'elle a à faire. En tout cas, ça fait plaisir pour cette équipe de Heidenheim qui gagne ses points en début de saison. On verra ce que ça donne plus tard, hein, surtout avec la Conference League qu'ils vont jouer. D'ailleurs, hein, pareil, ils se sont qualifiés. Heidenheim, ça débute très bien son année et j'espère pour eux que ça continue comme ça parce qu'avoir un outsider comme Heidenheim qui fait des très bons résultats, ça fait toujours plaisir à voir.
Ils m'ont impressionné de fou. Voilà, c'est une équipe très forte avec beaucoup de combativité. On verra ce que ça donne pour eux en fin de saison, mais waouh. Par contre, Augsburg, ça sent le roussi, hein, ça sent bas de tableau, va falloir faire quelque chose parce que là, ça s'est fait détruire contre Heidenheim. J'imagine même pas quand ça va jouer des clubs beaucoup plus sérieux. Et on termine avec le dernier match du week-end qui opposait le FC Bayern au SC Freiburg. Et là encore, des petits soucis au niveau de l'arbitrage. Sincèrement, tu peux donner le penalty. Voilà, tu peux le donner. Par contre, vraiment, tu peux le donner, mais parce qu'il y a main. Parce que techniquement, oui, la balle de Harry Kane, de la tête qu'il met sur le gars de Freiburg, oui, il y a main. Il fait quoi le mec de Freiburg? Je suis désolé, il ne peut rien faire d'autre. Du moment où tu joues un duel aérien, tu fais un tête contre tête, oui, ton bras va sortir un peu. Tu peux pas sauter en étant un piqué, ce n'est pas possible. Je pense que la décision de l'arbitre c'était abusif. Et encore, lui-même, quand il donne le penalty, ça se voit qu'il n'est pas serein parce qu'il sait que l'adversaire ne peut rien faire. Malheureusement, la balle va vers le but si le gars ne met pas le bras. Il y a main dans la surface. Il donne penalty. Harry Kane devant les penalty, devant les buts, ça ne rate pas. 1-0 pour le Bayern. Et au-delà du côté arbitral un peu cafouillis, le Bayern est quand même dominant sur ce match. Il n'y a pas à dire. La connexion Matistel, Gnabry, Moussiala, Olysée. Waouh, ça offensivement, ça va dans tous les sens. J'adore. Kimmich aussi a pris une place un peu spéciale. Il n'était pas vraiment défenseur droit, il était un peu électron libre parce que vu que Griffo n'est pas un vrai attaquant gauche, que Griffo va un peu partout, Kimmich devait le suivre tout simplement et ça a très très bien marché. J'ai beaucoup aimé ce Kimmich électron libre sur le terrain, ça lui va super bien. Voilà, un Bayern quand même très dominant. Ritsu Doan pour l'équipe de Freiburg a été très bon défensivement étonnamment alors que c'est pas non plus le meilleur à ce poste là. Donc ça fait plaisir de voir quand même un Freiburg qui a tenu malgré tout. Ça ne marque pas parce que la défense du Bayern était bonne aujourd'hui, même si Upamecano la faute à la 10e seconde, là tu peux prendre directement jaune et vu que tu reprends jaune dans le match, ça peut faire un rouge pour le Bayern, oui, mais bon. La défense a tenu, Freiburg a quand même une équipe qui a l'air d'être très compétitif. Schuster, l'entraîneur, il a l'air de mettre un truc en place qui va fonctionner, je pense, sur la longueur. En tout cas, à la longue, ça va fonctionner, le SC Freiburg. Müller, 710e match avec l'équipe, le joueur le plus capé de l'histoire, qui marque un but exceptionnel. Parce que la prise de ballon sur la passe de Gnabry, de la mettre un peu en reculé pour effacer son défenseur pour tirer directement dans le but, c'est un but de classe mondiale qui nous a mis encore là Thomas Müller. Et voilà, 710 matchs pour lui au Bayern, c'est incroyable. Pour ce qui est des tops de cette semaine, déjà Ekitike clairement sur le match de Francfort a crevé l'écran tout simplement. Il était le meilleur homme sur le terrain je trouve et de loin, sans trop de débat possible. Il amène vraiment une énergie et une aura à cette équipe de Francfort qui fait plaisir à voir. Le joueur prêté du FC Bayern à Heidenheim, Werner, exceptionnel. Heidenheim, faut quand même les mettre dans les tops de la semaine. Ça gagne 4-0 contre son adversaire, c'est le premier de Bundesliga. Paul Werner a été un chef d'orchestre magnifique dans ce match. Et j'ai envie de mettre deux joueurs de Leipzig. Gulacsi, déjà le gardien, je trouve qu'il a été très très bon sur le match contre Leverkusen. Mais Openda, évidemment, peut-être même le meilleur joueur de ce week-end, qui a pris ses responsabilités en attaque, qui a même fait des actions défensives, qui va récupérer les ballons assez haut. Openda, de loin, le meilleur joueur ce week-end. Et en mention honorable, évidemment, Thomas Müller, parce que c'est Thomas, 710 matchs au FC Bayern. On parle pas non plus d'un petit club, on parle du Bayern, quand même, c'est une dinguerie. 710 matchs pour eux, il rentre, il marque. D'ailleurs, il fait un super début de saison, Thomas. Ça fait grave plaisir, donc voilà, ce serait mes tops de ce week-end. Et pour ce qui est des flops, les clubs qui sont en bas de tableau, St. Pauli, Holstein Kiel, Bochum, c'est assez flop et j'ai presque envie de mettre Bremen et Dortmund qui montrent pas de très très grandes choses pour l'instant. Et Augsburg, bon, un match raté, c'est un match raté. Et on termine avec tout simplement la currywurst de la semaine. C'est le penalty du joueur de Freiburg qui tire à 15 km au-dessus. Vraiment, faut savoir que dans l'histoire, j'ai dit deux trucs. C'est Harry Kane contre l'équipe de France à l'époque où vraiment je dis purée, Harry Kane, mince penalty pour l'Angleterre, Harry Kane n'aura jamais un penalty. Le penalty fait et hier,
Ah purée, penalty pour Freiburg, il n'y aura pas de clean sheet, Neuer n'arrête pas ses penalties. Voilà. Quand je dis un truc comme ça, les penalty rates, je vais continuer à dire ça pour les adversaires, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, c'était tout pour moi. Beaucoup de surprises déjà pendant cette deuxième journée de Bundes. On verra ce que ça donne après la trêve internationale. Et ouais, parce que le week-end prochain, on n'a pas de Bundesliga. Bon, ça sera l'occasion de voir ce que fait l'équipe d'Allemagne sans ses légendes. On se retrouve très bientôt. Servus.